Certains regrets ne semblent pas en être au début. Ils ressemblent à des jours ordinaires. Ils prennent la forme de la fatigue, du fait d'être très occupé, de la prudence, du réalisme. Une personne continue d'avancer dans la vie, fait ce qu'on attend d'elle, évite la décision difficile, repousse la vérité inconfortable, se dit qu'elle commencera plus tard, quand la vie sera plus claire, quand elle se sentira plus forte, quand ce sera enfin le bon moment. Comme rien de dramatique ne se passe, il se croit en sécurité. Mais lentement, presque sans s'en rendre compte, il commence à s'éloigner de la vie qu'il avait autrefois imaginée pour lui-même. Les années passent, ses routines se figent, ses excuses deviennent familières, et la personne qu'il voulait devenir commence à apparaître moins comme une possibilité d'avenir que comme quelqu'un qu'il a abandonné en chemin. Jean-Paul Sartre exprime ce sentiment de façon poignante dans son livre L'âge de raison. Mathieu regarde sa vie et se rend compte qu'il n'y est jamais vraiment entré. Il pense « J'ai mené une vie édentée », pensa-t-il. Une vie édentée. Je n'ai jamais mordu dans quoi que ce soit. J'attendais, je me gardais pour plus tard, et je viens de remarquer que mes dents ont disparu. C'est une image brutale, car elle saisit la tragédie du fait de tout remettre à plus tard, mieux que presque n'importe quelle philosophie abstraite ne le pourrait. Vivre une vie édentée, c'est traverser l'existence sans jamais vraiment y mordre. C'est garder son courage pour un avenir imaginaire, préserver sa force pour le moment parfait, se maintenir à l'écart du risque, du désir, de la décision, de l'engagement et de l'échec. Pour finalement découvrir que la vie n'attend pas patiemment celui qui refuse d'y participer. La tragédie dans cette citation n'est pas simplement que Mathieu a vieilli, c'est qu'il a passé sa vie à se réserver pour plus tard. Il ne s'est jamais vraiment investi dans quoi que ce soit. Il n'a pas pris le risque d'être façonné par un chemin, un amour, un but, une décision qui exigeait tout son être. Il est resté en suspens, toujours sur le point de commencer, toujours devant la vie plutôt que d'y entrer. Il y a quelque chose de profondément moderne dans cette condition. Beaucoup de gens aujourd'hui ne rejettent pas la vie directement, ils la remettent poliment à plus tard. Ils ne disent pas « je ne deviendrai jamais la personne que je veux être ». Ils disent « je commencerai quand je serai prêt ». Ils ne disent pas « j'ai trop peur de choisir », ils disent « j'ai juste besoin de plus de temps ». Ils ne disent pas « je m'abandonne », ils disent « je suis pragmatique ». Et parce que le langage semble raisonnable, le mensonge à soi-même devient plus facile à tolérer. C'est pourquoi l'existentialisme de Sartre commence par une idée aussi troublante. Les êtres humains ne naissent pas déjà achevés. Nous n'entrons pas dans le monde avec une identité achevée, un but fixé ou une essence finale qui nous attend à l'intérieur comme un objet caché. Jean-Paul Sartre a exprimé cela dans la célèbre phrase « L'existence précède l'essence ». Un objet comme une chaise est créé selon un plan. Avant qu'elle n'existe, quelqu'un sait déjà à quoi elle sert. Sa finalité précède son existence, mais un être humain est différent. Nous existons d'abord. Nous sommes jetés dans le monde sans avoir choisi notre naissance, notre époque, notre famille, ni bon nombre des conditions qui nous entourent. Et puis, une fois que nous sommes ici, nous sommes confrontés à la tâche de devenir quelqu'un. Nous nous définissons à travers ce que nous choisissons, ce que nous évitons, ce que nous répétons, ce à quoi nous nous consacrons et ce que nous refusons d'affronter. Cette idée est importante car elle modifie le sens du regret. Le regret n'est pas juste la tristesse d'avoir pris la mauvaise décision. Très souvent, le regret est la tristesse de n'avoir jamais vraiment pris de décision. C'est la douleur de regarder en arrière et de réaliser que votre vie est restée trop intacte, trop protégée, trop soigneusement préservée pour un avenir qui n'est jamais vraiment arrivé. La personne qui vit ainsi peut sembler normale de l'extérieur. Il peut avoir des responsabilités, des routines, des habitudes et des réussites, mais intérieurement, il sent que quelque chose d'essentiel ne s'est pas produit. Il a traversé la vie, mais il n'y est pas vraiment entré. Il a existé, mais il n'a pas croqué l'existence à pleines dents. Pour Sartre, cela est dangereux, car il n'existe aucune position neutre en dehors de la vie. Une personne peut penser qu'elle attend, mais l'attente est déjà en train de la façonner. Chaque fois qu'il se dit qu'il commencera lorsque la peur disparaîtra, il est en train de devenir une certaine personne. Il devient le genre de personne qui attend, et finalement cette attente se fige en identité. Ce qui avait commencé comme une hésitation temporaire devient la forme de sa vie.
C'est l'horreur d'une vie sans mordant. La personne pense se préserver, mais elle perd en réalité la force qu'elle voulait garder pour plus tard. Le courage inutilisé ne reste pas intact éternellement. Le désir ignoré n'attend pas toujours sans changer. La possibilité reportée ne reste pas éternellement ouverte. Il arrive un moment où la vie qu'on gardait pour plus tard commence à sembler lointaine, presque irréelle. Le rêve existe toujours, mais il le brûle plus avec la même force. Le moi qui voulait autrefois vivre avec audace est devenu fatigué, après des années de compromis, et alors on peut réaliser qu'on n'a pas protégé sa vie en évitant de risques. Il a affaibli sa capacité à vivre. Le propos de Sartre n'est pas que nous devons vivre de façon imprudente ou suivre chaque impulsion. Sa philosophie est bien plus sérieuse que cela. Il y a une forme d'attente qui prépare, et une forme d'attente qui cache. La première rassemble des forces pour l'action, La seconde remplace lentement l'action. Une personne peut penser se préparer, mais au fond, elle sait que cette préparation sans fin cache en réalité sa peur. Peur de faire le mauvais choix, de décevoir les autres, de découvrir que le rêve n'était pas ce qu'il imaginait. Le potentiel peut être enivrant, parce qu'il permet à une personne de se sentir riche sans rien dépenser. Tant que la vie reste non vécue, elle demeure parfaite dans l'imagination. le livre non écrit n'est pas critiquable. Le chemin non choisi ne peut pas décevoir. La vérité non dite ne peut pas entraîner de conséquences. Qui ne s'engage jamais totalement peut croire qu'il aurait pu être bien d'autres choses. Mais il y a une pauvreté cachée là-dedans. Une vie gardée seulement comme possibilité reste une vie non vécue. À un moment, le rêve doit quitter la sécurité de l'imagination pour entrer dans le monde imparfait de l'action. Sinon, cela devient une autre forme d'auto-flatterie, une autre façon de se sentir profond tout en restant à l'abri. C'est pourquoi l'existence précède l'essence n'est pas seulement une déclaration philosophique, c'est un avertissement. On ne devient pas soi-même juste en imaginant qui l'on pourrait être. On devient soi-même en choisissant, agissant, échouant, s'ajustant, puis en choisissant à nouveau. Le soi ne se forme pas dans une rêverie intime où tout est encore pur. Il se forme au contact de la vie. La personne qui ne mord jamais dans quoi que ce soit reste indéfinie de la pire façon possible. C'est pourquoi le regret paraît si humiliant. Cela montre que la vie que nous repoussions nous traversait chaque jour. Le futur rêvé était discrètement absorbé par un présent que nous fuyions. Chaque jour ordinaire faisait partie de la vie à laquelle nous repenserions un jour. Quand une personne s'en rend compte, elle peut ressentir ce que ressent le personnage de Sartre, qu'il se réservait pour plus tard, et que ce plus tard n'est venu qu'après que quelque chose de vital ait disparu. Vivre sans regret commence donc par refuser le fantasme d'un plus tard sans fin. Il faut d'abord comprendre que ta vie n'est pas une répétition pour un avenir plus clair. T'as pas besoin d'être totalement sûr pour commencer. L'existentialisme de Sartre enseigne que le sens se crée à travers la participation. Il émerge lorsqu'une personne cesse de rester en dehors de sa vie et finit par se l'approprier. L'image d'une vie édentée devrait nous troubler, car elle montre ce qui arrive lorsqu'une personne attend trop longtemps avant de vivre avec intensité. Il peut éviter beaucoup d'erreurs. Il peut éviter la gêne, les conflits, l'échec et le risque. Mais il peut aussi éviter l'intensité, la croissance, le courage et la profonde satisfaction de savoir qu'il s'est vraiment donné à quelque chose. Le regret ne demandera peut-être pas si tu as vécu parfaitement. Il pourrait te demander si tu as vraiment mordu dans ta propre existence, si tu as choisi quelque chose de tout ton être, si tu as permis à la vie de te marquer, si tu es devenu quelqu'un à travers l'action, ou si tu es resté à jamais suspendu dans la tristesse rassurante des possibles. L'avertissement de Sartre, c'est que la personne que tu attends de devenir n'apparaîtra pas d'elle-même. Les années qui passent peuvent approfondir une vie qui est vécue, mais elles peuvent aussi révéler une vie qui a été continuellement remise à plus tard. Si tu continues à te remettre à plus tard, il viendra peut-être un jour où ce plus tard arrivera, sans retrouver la même personne, en train d'attendre. Les dents sont parties, la force est partie. La chance de mordre dans la vie n'a peut-être pas complètement disparu, mais elle a été rendue plus douloureuse par des années de refus. Et c'est le début du regret existentiel. Réaliser que la vie n'est pas passée à côté de vous. Vous êtes resté à côté d'elle à attendre une permission, alors qu'elle vous demandait depuis tout ce temps de choisir.
Si la première grande idée de Sartre est que nous ne naissons pas déjà définis, sa seconde grande idée est encore plus troublante. Quand on comprend qu'on n'est pas défini, on ne peut plus fuir le fardeau de se construire soi-même. Il écrit donc « L'homme est condamné à être libre ». Au départ, cette phrase paraît étrange, car on pense souvent que la liberté est quelque chose de purement positif. Nous voyons la liberté comme un espace ouvert, une libération, la capacité de faire ce que nous voulons. Mais il percevait une part plus sombre dans la liberté. Être libre, c'est qu'aucune autorité ultime ne peut choisir votre vie à votre place. Il n'y a pas d'essence cachée en vous qui finira par prendre le dessus et prendre la décision à votre place. Vous êtes placé dans l'existence, entouré de circonstances que vous n'avez pas choisies, et pourtant, vous devez décider ce que ces circonstances signifieront. Ainsi, la liberté s'apparente plus à une condamnation qu'à un cadeau. Nous y sommes condamnés car nous ne l'avons jamais demandé, mais nous ne pouvons pas nous en défaire. Une personne peut dire qu'elle veut être libre, mais souvent ce qu'elle veut vraiment, c'est la liberté sans responsabilité. Il veut choisir, mais il veut que le choix soit sûr avant de le faire. Sartre a compris que c'est le conflit caché au centre de la vie humaine. On veut la liberté quand on se sent piégé, mais on la craint dès qu'elle devient réelle. Car la vraie liberté ne se résume pas à demander « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle demande « Qu'es-tu prêt à sacrifier ?» Et beaucoup de gens passent toute leur vie à essayer d'éviter cette question. C'est pourquoi la liberté selon Sartre est si différente de l'idée superficielle de liberté dont on entend souvent parler aujourd'hui. Cela ne signifie pas que chacun peut devenir tout ce qu'il imagine. Il ne disait pas que la vie n'a pas de limite. Nous naissons tous dans une situation. Nous héritons d'un corps, d'une famille, d'une culture, d'une époque et de conditions qui déterminent ce qui est possible ou difficile. Certaines personnes reçoivent des avantages qu'elles n'ont jamais mérités, et d'autres portent des fardeaux qu'elles n'ont jamais mérités. L'existentialisme n'efface pas ces faits. Mais il pense que, même sans choisir notre situation, nous choisissons notre rapport à celle-ci. Nous choisissons toujours ce que nous faisons, à partir du matériau qui nous a été donné. Et c'est là que commence la responsabilité. Cette responsabilité peut sembler presque insupportable, car elle enlève le confort de l'excuse totale. Sartre écrit « Nous sommes seuls, sans excuse ». Il veut dire qu'une fois que nous prenons conscience de notre liberté, nous ne pouvons plus prétendre que la vie se déroule simplement, pendant que nous restons de simples spectateurs innocents. Le simple fait de remettre à plus tard donne déjà une direction. La personne qui refuse de décider choisit quand même de rester là où elle est. Il n'y a aucun moyen de sortir de l'existence et d'éviter complètement la responsabilité. Être en vie, c'est déjà être impliqué. C'est là que le regret commence à s'approfondir. Beaucoup de gens imaginent le regret comme la conséquence d'un mauvais choix. Ils craignent que s'ils agissent, ils puissent échouer, se ridiculiser, perdre quelque chose ou découvrir qu'ils se sont trompés. Alors ils se protègent en hésitant. Ils restent indécis parce que l'indécision semble plus sûre que le risque. Mais les années révèlent quelque chose de cruel. Le refus de choisir ne protège pas une personne du regret. Cela ne fait que donner au regret une forme plus silencieuse. La douleur d'un mauvais choix peut être immédiate et vive, mais la douleur d'une vie non vécue est plus lente, plus lourde et plus difficile à nommer. Elle devient un état d'esprit, une amertume, une vague impression que sa vie a été réduite à quelque chose de plus petit que ce qu'elle aurait pu être. On peut réaliser après coup que le problème était de ne jamais vraiment entrer dans l'arène de sa vie. Il a laissé les attentes des autres restreindre ses possibilités, tout en qualifiant cela de responsabilité. Et avec le temps, sa vie a commencé à lui sembler appartenir à des forces extérieures. C'est le principal danger contre lequel Sartre met en garde. Lorsqu'une personne évite la liberté, sa vie ne devient pas exempte de choix. Elle devient gouvernée par des choix inconscients, des choix hérités, des choix dictés par la peur, des choix faits par habitude et par pression sociale. Il continue de choisir, mais il ne se vit plus comme celui qui choisit. La vie devient quelque chose qui lui arrive. Ainsi, de nombreuses excuses réconfortent sur le moment, mais sont néfastes à long terme. Je n'avais pas le choix, peut apaiser l'anxiété aujourd'hui, mais répété pendant des années, cela apprend peu à peu à une personne à se vivre comme impuissante. Je suis comme ça peut le protéger de l'inconfort du changement, mais cela transforme aussi ses limites actuelles en une identité permanente. C'était trop tard, peut lui éviter l'humiliation de recommencer. Mais cela peut aussi fermer la porte à des possibilités qui étaient encore vivantes.
Sartre verrait ces affirmations comme des tentatives d'échapper à la pression de la liberté. Elles permettent à une personne de se sentir comme si elle obéissait simplement à la réalité, alors que, dans de nombreux cas, elle obéit à la peur. Et plus il obéit à la peur, plus la peur commence à ressembler à la réalité. C'est pourquoi l'anxiété est si centrale dans l'existentialisme. L'anxiété n'indique pas toujours un problème. Parfois, l'anxiété est le sentiment de reconnaître que ta vie est entre tes mains. C'est le vertige des possibles. Une personne devient anxieuse lorsqu'elle sent qu'elle pourrait agir autrement, que sa vie n'est pas entièrement fixée, que l'avenir lui demande encore quelque chose. Beaucoup cherchent à fuir cette anxiété au plus vite. Ils cherchent quelqu'un pour leur dire quoi faire. Ils cherchent un système, une autorité, une règle, une foule, tout ce qui peut ôter la solitude qu'implique le choix. C'est rassurant qu'on nous dise qui nous devons être. Il y a du réconfort à suivre un chemin qui a déjà été approuvé par d'autres. Si cette voie mène à l'échec, au moins la responsabilité semble partagée. Si la vie devient vide, au moins on peut dire qu'il a fait ce qu'il était censé faire. Mais la philosophie de Sartre rompt avec ce confort. Même lorsqu'une personne suit la foule, elle a choisi de la suivre. Il n'y a pas d'échappatoire au fait de choisir. Il n'y a que des choix qui s'assument et des choix qui se cachent derrière des excuses. C'est pourquoi la liberté est si étroitement liée au regret. Une personne qui accepte sa liberté peut encore souffrir. Il peut choisir une voie qui le déçoit, perdre des années à poursuivre un rêve qui n'aboutit pas, ou découvrir que sa compréhension de lui-même était incomplète. Mais il y a une qualité différente dans la souffrance d'une personne qui a choisi honnêtement. Il peut regarder en arrière et voir une vie qui porte la marque de sa propre participation. Ses choix n'ont peut-être pas tous été bons, mais au moins, ils étaient les siens. Il venait de sa tentative de répondre à l'existence. Celui qui fuit la liberté souffre de façon plus dissimulée. Son regret est souvent mêlé de ressentiment. Sous ce ressentiment se cache souvent une connaissance inavouée. Il a cédé trop de sa vie, et maintenant la vie qu'il a n'est pas entièrement la sienne. Elle peut être respectable, confortable et compréhensible pour les autres, mais au fond, elle donne l'impression de ne pas lui appartenir. Le défi de Sartre est rude, car il nous demande d'arrêter de prétendre que l'absence d'action est innocente. Nous faisons toujours quelque chose de nous-mêmes. Chaque jour, à travers ce que nous acceptons et ce que nous refusons, à travers ce que nous endurons et ce que nous laissons derrière nous, nous donnons une forme à notre vie. Personne ne viendra jamais prendre la responsabilité du sens de notre existence. Nous sommes seuls en ce sens, sans excuse, car personne d'autre ne peut être nous à notre place. Les autres peuvent nous conseiller, nous blesser, nous inspirer ou nous décevoir, mais ils ne peuvent pas effacer le fait que notre vie doit être vécue de l'intérieur. Vivre sans regret commence par une honnêteté difficile. Une personne doit cesser de se demander seulement ce que la vie lui a fait et commencer à se demander ce qu'elle fait de ce que la vie lui a fait. Cette question n'est pas simple et ne doit pas servir d'arme contre soi-même. La responsabilité chez Sartre n'invite pas à se blâmer pour chaque blessure. C'est une invitation à retrouver votre rôle dans votre devenir. Cela signifie admettre que, bien que vos circonstances soient réelles, elles ne déterminent pas votre âme. En vous, une part reste capable de choisir. Et c'est là l'espoir terrifiant au cœur de l'existentialisme. Nous sommes condamnés à être libres, donc jamais totalement achevés. Tant que nous sommes en vie, nous continuons de répondre à la question de ce que signifiera notre vie. Nous ne pouvons pas revenir au début, mais nous pouvons cesser d'utiliser le passé comme preuve que l'avenir doit se répéter. Nous pouvons cesser d'attendre la permission d'un monde qui ne la donnera peut-être jamais. Nous pouvons accepter que la peur accompagnera de nombreux choix importants et que l'anxiété peut être le prix à payer pour prendre notre vie au sérieux. La philosophie de Sartre ne simplifie pas la vie, mais rend plus difficile le fait de mentir. C'est peut-être justement pour cela qu'elle peut sauver quelqu'un du plus grand regret. Le regret de réaliser trop tard qu'il était libre et qu'il a passé sa liberté à faire semblant de ne pas en avoir.
Il existe un type particulier de mensonge qui ne donne pas l'impression de mentir. Cela donne l'impression de se connaître soi-même. Cela revient à dire, c'est le genre de personne que je suis, puis à organiser sa vie autour de cette idée. Pour Sartre, c'est l'une des façons les plus dangereuses de se mentir à soi-même, car elle se cache à l'intérieur de l'identité ordinaire. Une personne n'a pas besoin d'inventer un grand mensonge pour se tromper elle-même. Il lui suffit de prendre une partie de sa vie, un rôle, une peur, un échec, un schéma familier, et de le traiter comme s'il s'agissait de l'ensemble de son être. Il se retrouve piégé dans une description de lui-même qui autrefois pouvait être utile, réconfortante ou socialement valorisée, mais qui se transforme lentement en prison. Et comme la prison est faite de ses propres mots, il ne remarque pas toujours que c'est lui qui garde la porte fermée. Sartre nommait cette condition la mauvaise foi. En termes simples, la mauvaise foi est la tentative d'échapper à l'angoisse de la liberté, en prétendant que nous sommes des choses fixes. Une pierre ne peut pas décider de ce qu'elle deviendra. Une chaise ne peut pas sortir de sa fonction, et se demander si elle veut vivre différemment. Un objet est simplement ce qu'il est. Un être humain n'est jamais seulement ce qu'il est à un instant donné. Il est aussi ce qu'il peut devenir, ce qu'il choisit, ce qu'il refuse, ce qu'il imagine, ce qu'il est capable de devenir par l'action. La mauvaise foi commence lorsqu'une personne nie cette ouverture. Il se traite comme s'il était un objet, avec une définition achevée. Il dit « je suis ceci », et en disant de façon trop absolue, il veut secrètement dire « je ne peux pas être autre chose ». C'est pourquoi la mauvaise foi est si étroitement liée au regret. Le regret naît souvent des identités acceptées trop vite et jamais réexaminées. Une personne peut bâtir sa personnalité autour d'une expérience passée douloureuse. Un échec peut le pousser à se croire incapable. Un seul rejet peut lui faire croire qu'il n'est pas digne d'être aimé. Il peut décevoir quelqu'un une fois et commencer à vivre comme s'il devait passer le reste de sa vie à prouver qu'il est bon, utile, inoffensif et acceptable. Des années plus tard, il ne se souvient peut-être plus du moment exact où cette identité s'est formée, mais il continue de lui obéir. Cela fait partie de l'arrière-plan de sa vie. Cela lui dit ce qu'il peut essayer, ce qu'il doit éviter, où est sa place, quel genre d'avenir est réaliste pour quelqu'un comme lui. L'exemple célèbre de Sartre est le garçon de café. Il décrit un garçon de café qui joue son rôle avec une précision exagérée, se déplaçant trop rapidement, se penchant avec trop d'empressement, parlant et agissant comme s'il était complètement absorbé par l'identité de garçon de café. Au début, cela peut sembler ordinaire. On attend d'un garçon de café qu'il agisse ainsi, mais Sartre y voit une signification plus profonde. Le garçon de café ne fait pas simplement un travail, il essaie de se confondre avec ce travail. Il agit comme si tout son être pouvait se réduire à une fonction sociale, comme s'il n'était rien d'autre que les gestes, les devoirs et les attentes de son rôle. C'est de la mauvaise foi, car le garçon de café est toujours plus que le rôle qu'il joue. Il peut faire le service, apporter des commandes et parler poliment aux clients, mais il n'est jamais seulement un garçon de café. Sous ce rôle, il reste un être libre et inachevé, qui doit continuer à décider de ce que signifie sa vie. Cet exemple est important, car chacun porte en soi une version de ce garçon de café. Nous jouons tous des rôles. Nous devenons le fils sur qui l'on peut compter, l'ami agréable à vivre, l'étudiant sérieux, le travailleur ambitieux, la personne calme, la personne forte, celui qui ne se plaint pas, celui qui comprend toujours. Au début, ces rôles peuvent nous aider à survivre. Ils apportent de l'ordre à la vie, mais avec le temps, le rôle peut devenir trop confortable. Il commence à choisir pour nous. Un homme ne se demande plus ce qu'il veut, il se demande ce qui préservera l'image que les autres ont déjà de lui. Le masque devient plus facile à porter que le visage qu'il dissimule, et plus il le porte longtemps, plus il devient effrayant de l'enlever. C'est ainsi que la mauvaise foi gâche une vie en silence. La plupart des gens ne décident pas consciemment un jour de se trahir. Ils le font lentement, par des actes répétés d'amoindrissement de soi. La mauvaise foi procure à quelqu'un le soulagement de se sentir déterminé d'avance. Elle dit « Tu n'as pas à choisir, parce que c'est déjà ce que tu es ». Et pendant un moment, ce soulagement peut ressembler à la paix, mais il y a un coup caché. La personne trouve du réconfort en renonçant au possible. Sartre avertit que les humains sont toujours tentés de confondre un fait à leur sujet avec toute la vérité sur eux-mêmes. Il y a des faits dans chaque vie,
Une personne a un passé, une personne a des responsabilités, une personne a des habitudes difficiles à briser. Ces faits comptent. On ne peut pas les ignorer. La mauvaise foi commence quand quelqu'un transforme ces faits en verdict définitif. Il parle de lui-même comme si l'histoire était déjà terminée. Il prend quelque chose de réel et le rend absolu. La mauvaise foi est difficile à contester, car elle contient souvent une part de vérité. La personne peut vraiment avoir peur. Il a vraiment pu échouer auparavant. Cependant, rien ne prouve que son avenir soit totalement décidé. Sartre veut que nous comprenions que les faits de notre vie font partie de notre situation, mais qu'ils ne sont pas identiques à notre destin. Il y a un étrange réconfort à croire que son identité est figée. La mauvaise foi nous protège de l'angoisse, en réduisant la vie à quelque chose de prévisible. Elle nous permet de nous dérober à l'avenir ouvert, mais cette protection devient étouffante, car l'âme ne peut pas rester complètement satisfaite à l'intérieur d'une identité devenue trop étroite. Quelque chose en nous continue de ressentir la pression des possibilités non vécues. Ainsi, le regret donne souvent l'impression de s'être trahi. C'est la prise de conscience douloureuse que nous avons participé à nous diminuer. Peut-être avons-nous blâmé le monde, et parfois il le méritait. Nous avons parfois blâmé le timing, parfois cruel, mais le regret s'accentue quand nous comprenons avoir aussi joué le rôle qui nous a limités. Nous l'avons accepté car c'était familier, et sommes restés fidèles à une version de nous-mêmes qui ne voulait plus nous voir grandir. Vivre de mauvaise foi, c'est vivre comme si votre identité actuelle avait plus d'autorité que ce que vous pouvez encore devenir. Un homme dit « voilà qui je suis », alors qu'il devrait peut-être dire « voilà la personne que j'ai pris l'habitude d'être ». Si votre identité est figée, alors la transformation semble être un fantasme. Si votre identité s'est construite par la répétition, alors la transformation devient difficile, mais possible. La philosophie de Sartre ne prétend pas qu'une personne puisse se réinventer par une simple décision prise dans un moment d'inspiration, mais elle insiste sur le fait qu'une personne doit rester honnête quant à sa liberté. Il peut être façonné par son passé, mais il participe toujours à façonner ce que son passé devient. La vérité difficile, c'est que sortir de la mauvaise foi ne signifie pas toujours un changement extérieur spectaculaire. Parfois cela commence plus discrètement, par le refus de continuer à mentir de la même manière. Une personne remarque la phrase qui régit sa vie depuis des années. Il écoute l'histoire qu'il raconte sur les raisons pour lesquelles il ne peut pas agir, pourquoi il ne peut pas parler, pourquoi il ne peut pas devenir différent, et au lieu d'y croire immédiatement, il commence à l'examiner. Il se demande si cela décrit l'ensemble de son être, ou seulement la version de lui-même que la peur l'a entraîné à protéger. Pour vivre sans regret, cessons de confondre la vie que nous avons répétée avec la seule vie qui s'offre à nous. Cela signifie se rappeler qu'aucun rôle n'épuise l'être humain qui l'endosse. Vous pouvez avoir un emploi, mais vous êtes plus que cela. Vous pouvez avoir un passé, mais vous n'êtes pas seulement la conséquence de votre passé. Vous pouvez avoir une personnalité que les autres reconnaissent, mais même cette personnalité n'est pas la frontière ultime de votre existence. L'avertissement de Sartre est sévère, mais profondément libérateur. Le soi n'est jamais complètement fermé. Tant que vous êtes en vie, vous êtes encore plus que l'identité que vous avez appris à défendre. La question finale n'est plus simplement ce que Sartre croyait, mais ce que sa philosophie exige d'une vie humaine. Il est facile de transformer l'existentialisme en une théorie abstraite, quelque chose à admirer de loin, quelque chose qui semble profond parce qu'il parle de liberté, d'angoisse, de sens et de responsabilité. La philosophie de Sartre ne devient réelle que lorsqu'elle touche les choix quotidiens d'une personne. Elle demande si la personne que vous êtes en train de devenir est quelqu'un que vous avez choisi, ou quelqu'un que vous êtes devenu peu à peu à force d'éviter. C'est pourquoi Sartre a écrit « Il n'y a de réalité que dans l'action ». Pour lui, une personne ne se révèle pas par la belle image qu'elle a d'elle-même en privé. Il se révèle par la vie qu'il mène réellement. Son identité devient réelle à travers ce qu'il fait encore et encore,
surtout lorsque choisir met mal à l'aise. Vivre sans regret, c'est vivre d'une manière que l'on peut honnêtement reconnaître comme sienne. Il y a une grande différence entre une personne qui échoue en essayant de répondre à sa propre vocation et une personne qui n'agit jamais parce qu'elle voulait rester à l'abri de l'échec. Le premier peut être déçu, mais sa souffrance appartient à une vie réellement vécue. Le second peut éviter de nombreuses blessures visibles, mais il lui reste la douleur plus lourde de ne jamais découvrir ce que sa vie aurait pu devenir. L'une des premières leçons pratiques de la philosophie de Sartre est d'arrêter d'attendre d'avoir des certitudes. Beaucoup remettent leur vie à plus tard, pensant que la clarté doit venir avant l'action. Ils croient devoir se connaître parfaitement avant de commencer. Ils veulent que le chemin prouve sa valeur avant de faire le premier pas, mais l'existence donne rarement ce genre de permission. Le plus souvent, une personne se découvre en avançant. Elle apprend ce qui compte en s'engageant dans quelque chose. Il apprend ce qu'il peut endurer en entrant dans des situations qui exigent plus de lui. Le sens naît souvent de l'implication. Attendre d'avoir un but précis avant d'agir peut faire passer sa vie à se préparer sans jamais la vivre réellement. Je ne dis pas que vous devez suivre chaque impulsion aveuglément. L'existentialisme de Sartre n'est pas une excuse pour le chaos. C'est un appel à comprendre que la pensée seule ne peut pas remplacer l'existence. Un homme peut passer des années à analyser ses rêves, à imaginer des futurs possibles et à discuter de ce qu'il pourrait faire un jour. Dans son esprit, il peut se sentir riche de possibilités, mais si aucune de ces possibilités n'entre dans le monde par l'action, elles restent des ombres. Le soi qu'il imagine reste irréel. La vie qu'il désire reste un fantasme privé. Voilà pourquoi l'action est si importante dans la pensée de Sartre. L'action donne forme à la matière vague du soi. Elle distingue ce que nous admirons de ce pourquoi nous sommes prêts à vivre. Beaucoup de gens disent qu'ils accordent de la valeur à la liberté, à la créativité, à la vérité ou au courage, mais leur vie reste organisée autour du confort et de l'approbation. Sartre nous inviterait à délaisser le langage pour privilégier l'action, où se révèlent les vrais engagements d'une personne. Une autre. L'étape pratique consiste à identifier où vous êtes de mauvaise foi, ce qui demande une honnêteté rare, car elle se présente souvent comme la vérité. Elle semble souvent calme, raisonnable et mature. Une personne dit « je ne peux pas ». Et parfois, il y a de vraies limites derrière ces mots. Mais parfois, ces mots cachent une peur qu'il ne veut pas affronter. Il dit « je ne suis pas ce genre de personne ». Et peut-être qu'il dit en réalité qu'il a peur de devenir quelqu'un qu'il ne reconnaît pas. Il dit « il est trop tard » parce que recommencer voudrait dire affronter les années qu'il a déjà perdues. Ces affirmations ne doivent pas être rejetées à la légère, car la vie est compliquée et les circonstances comptent, mais elles doivent être examinées. La question est de savoir si elles reflètent la réalité, ou protègent une identité familière. Une personne peut commencer cet examen en écoutant les phrases qu'elle répète chaque fois que la vie lui demande quelque chose de difficile. Chacun a des phrases qui surgissent au seuil de la liberté. Elles surviennent lorsque nous sommes près d'un changement qui viendrait bouleverser la version de nous-mêmes que nous mettons en scène. Ces phrases ressemblent souvent à de la sagesse, car elles ont été répétées pendant des années, mais derrière elles, il peut y avoir une négociation cachée avec la peur. Le but n'est pas de vous faire honte parce que vous avez des excuses. Les humains inventent des excuses, car la liberté est pesante, et le changement menace les identités qui nous ont protégés. Le but est de cesser de considérer ces excuses comme des vérités absolues. En voyant l'histoire que vous vous racontez, vous n'êtes plus totalement prisonnier. La philosophie de Sartre enseigne aussi la responsabilité sans haine de soi. C'est important, car beaucoup de gens comprennent mal la responsabilité existentielle et la voient comme une doctrine cruelle qui blâme l'individu pour tout. Mais la responsabilité, dans ce sens plus profond, signifie retrouver la capacité de répondre. Cela signifie admettre que, même si vous n'avez pas choisi chaque blessure, chaque limite ou chaque circonstance, vous avez tout de même un rôle à jouer dans ce que ces choses deviennent dans votre vie. Votre passé a peut-être façonné vos habitudes, vos peurs et votre vision du monde. Il a peut-être instauré en vous des schémas quasi automatiques. Mais même dans ce cas, la question existentielle reste vivante. Que ferez-vous de ce qu'on a fait de vous ? Cette question peut être douloureuse, mais elle rend aussi la dignité. Elle lui rappelle qu'elle n'est pas seulement le fruit de son passé. Il peut encore prendre position face à cela.
La responsabilité devient destructrice lorsqu'elle se transforme en attaque contre soi-même. Une personne regarde son passé et commence à se punir pour chaque remise à plus tard, chaque moment de faiblesse, chaque année passée à dormir. Cela crée simplement une nouvelle paralysie. La voie existentielle exige une honnêteté plus dure et plus généreuse. Tu admets où tu t'es caché. Tu admets où tu as trahi ta propre possibilité. Tu admets où tu as laissé les autres décider d'une trop grande part de ta vie. Et puis tu reviens au présent, parce que le présent est le seul endroit où la liberté peut encore agir. Le regret peut devenir soit une tombe, soit un maître. Il devient une tombe lorsqu'il t'enferme dans la croyance que ta vie a déjà été gâchée, au-delà de toute réparation. Il devient un maître quand il clarifie ce que tu ne peux plus repousser. Cela mène à l'une des questions existentielles les plus utiles. Pour quel genre de vie es-tu prêt à répondre de ? Imagine un instant te retourner sur ta vie, à la fin de tes jours. Ne l'imagine pas de façon dramatique ou sentimentale. Imagine-le calmement. Imagine que le bruit s'est estompé, que l'opinion des autres a perdu son pouvoir, et qu'il n'est plus nécessaire d'impressionner qui que ce soit. Qu'est-ce qui compterait encore ? Quelles décisions te paraissent vraiment t'appartenir ? Quel compromis te semblerait trop coûteux ? Quel silence te pèserait ? Ce genre de réflexion est inconfortable, parce qu'il enlève beaucoup d'illusions. Cela révèle quelle part de la vie est consacrée à protéger des choses qui paraîtront un jour insignifiantes. Cela révèle avec quelle facilité nous échangeons des années de notre vie contre l'approbation des autres, qui disparaît dès que leur attention se porte ailleurs. Le regret futur peut devenir un guide, car il nous montre le prix à payer si nous continuons ainsi. Une personne n'a pas besoin de tout régler dans sa vie d'un seul coup. En fait, essayer de le faire devient souvent une autre façon d'éviter la prochaine véritable étape. L'existentialisme doit finalement devenir concret. La question n'est pas seulement ce que vous pensez de la liberté, mais ce que votre liberté vous demande aujourd'hui. Il y a souvent une décision plus vraie que toutes les autres. Une conversation qui a été évitée. Un projet qui est resté imaginaire trop longtemps. Un rôle devenu lointain. Un autre malhonnête. Une direction qui revient sans cesse, peu importe combien tu t'en détournes. La phrase de Sartre, « Il n'y a de réalité que dans l'action », devient ici concrète. Fais ce qui rend la vérité visible. Fais exister cette possibilité cachée dans le monde, même sous une forme modeste. L'action n'a pas besoin de transformer toute ta vie immédiatement. Elle doit seulement briser le sortilège de la remise à plus tard. C'est pourquoi la première action concrète compte autant. Elle change ta relation avec toi-même. Pendant longtemps, tu t'es peut-être connu comme quelqu'un qui attend, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui planifie, quelqu'un qui est toujours sur le point de commencer. Une véritable action interrompt cette identité. Elle te donne la preuve que tu n'es pas identique à ton hésitation. Elle prouve que le moi que tu as répété n'épuise pas tout ce que tu peux être. On ne devient pas libre en pensant sans fin à la liberté. Il devient plus libre en choisissant là où il a évité de faire un choix. Le mouvement peut sembler minime de l'extérieur, mais intérieurement il peut être immense, car il redonne le sentiment que la vie reste ouverte. Vivre sans regret, ce n'est pas vivre sans douleur, sans incertitude ou sans mauvais choix. Sartre ne promettrait pas cela. Une vie sérieuse comporte des risques. Une vie choisie peut tout de même mener à la déception. Vous pouvez agir et découvrir que le résultat ne correspond pas au rêve. On peut choisir sincèrement et souffrir, mais une certaine paix vient du fait de ne pas s'être totalement abandonné. Il y a une force dans le fait de pouvoir dire que vous avez participé à votre propre devenir. Vous ne vous êtes pas contenté d'hériter d'un rôle et de vous y dissoudre. Vous n'avez pas laissé la peur prendre chaque décision importante à votre place. Vous avez essayé de vivre de l'intérieur, avec toute la confusion et la responsabilité que cela implique. L'existentialisme offre quelque chose de plus honnête que le fantasme d'une vie sans regret. Il offre la possibilité d'une vie où même vos erreurs vous appartiennent, une vie où vos échecs sont liés à de véritables tentatives, vos pertes à de véritables engagements, et votre identité est façonnée par des choix que vous êtes prêt à assumer. C'est la dignité que Sartre nous indique. Nous sommes des êtres inachevés, placés dans un monde que nous n'avons pas entièrement choisi, entourés de limites auxquelles nous ne pouvons pas complètement échapper, et pourtant toujours responsables de la forme que prend notre vie.
La question est de savoir si nous utilisons cette liberté ou si nous la gaspillons en faisant comme si nous ne l'avions jamais eue. Une vie sans regret commence lorsqu'une personne cesse d'attendre de devenir quelqu'un et commence enfin à agir comme l'auteur de la vie qui lui a déjà été donnée.